Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé à partir des séquences vidéo de votre chaîne. Et cette séquence vidéo se penche justement sur ce fameux mouvement pour l'autodétermination de l'Azawad dont le régime algérien accuse cette fois-ci la France de soutenir ces mouvements de ces indépendantistes dans le sud algérien. Alors que cette même France a joué dans le temps et joue toujours ce rôle trouble dans cette indépendance déjà proclamée de l'Azawad depuis déjà 2012. Et c'est ainsi que le pouvoir algérien a accusé et accuse toujours à travers ses organes de presse la France et ses alliés de soutenir ces mouvements indépendantistes un peu partout en cette Algérie. Plusieurs sites et chaînes de télévision confirment le soulèvement des populations dans le sud de l'Algérie, ainsi que les attaques d'un certain MLSA, Mouvement de libération du Sud algérien, soutenu par des combattants du MAA, Mouvement pour l'autodétermination de l'Azawad, qui ont fait une dizaine de morts et de blessés dans les rangs de cette fameuse ANP, Armée nationale populaire algérienne, entre les localités de Timié Aouin et Bouj Badji Mokhtar. Les anciens tracés coloniaux des frontières qui séparent les régions du nord du Mali et le sud de cette Algérie sont en train d'être effacés petit à petit, doucement mais sûrement, par une certaine alliance du MAA, Mouvement pour l'autodétermination de l'Azawad, et un autre mouvement, MLSA, Mouvement de libération du Sud algérien, pour prendre sa revanche contre le soutien étranger et particulièrement français au mouvement indépendantiste algérien. Le régime d'Alger a fait circuler à travers ses médias des informations selon lesquelles des éléments travaillant pour le compte des services français, marocains et israéliens se sont réunis dernièrement à Tel Aviv pour ériger des plans de déstabilisation de cette Algérie. Et la presse algérienne a également reçu pour consigne de dénoncer la révision prônée par l'élite de la classe politique française de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoit un statut tout particulier pour les ressortissants algériens en matière d'immigration, de circulation, de séjour et d'emploi en France. Mais il est aussi question d'une certaine indépendance autoproclamée d'un certain Azawad début avril 2012 n'a jamais été reconnu malgré le rôle ambigu que la France officielle a joué dans les coulisses pour soutenir les Touaregs. Une enquête tout simplement de Lamine Ould Msellem pour l'agence d'information africaine APA News que Monde Afrique reprend avec l'autorisation de cet auteur.
et que nous retraçons également ici à notre tour. Le 5 avril 2012, le MNLA, Mouvement national de l'Azawad, fer de lance de la rébellion touareg déclenchée quelques semaines plus tôt dans le nord du Mali, venait tout juste de décréter un cessez-le-feu unilatéral après avoir contraint les forces gouvernementales à vider tout le septentrion malien. Tout cela. Et le lendemain 6 avril, un certain Moussa Ag Tahar, actuellement ministre des Sports du gouvernement de la junte au pouvoir à Bamako, alors un des porte-parole du MNLA en Europe, se présentait sur un plateau de télévision française pour confirmer une annonce parue quelques heures plus tôt sur le site internet de son organisation. Et cette annonce, signée par le secrétaire général du MNLA, Bilal Ag Sherif, proclamait l'indépendance de l'Azawad, cet immense territoire aride du nord du Mali et du sud algérien, grand comme la France et la Belgique, réunis, qui depuis l'indépendance du pays en 1960 est régulièrement secoué par des rébellions. Il déclarait: « Nous proclamons solennellement l'indépendance de l'Azawad à compter de ce jour », déclarait alors Moussa Ag Tahar sur la chaîne France 24. Poursuit: « Nous venons de terminer un combat très important, celui de la libération », ajoutait encore Moussa Ag Tahar, sans préciser qu'un autre groupe rebelle disputait à ses compagnons le contrôle de la région, le mouvement Ansar ad-Din, une formation d'inspiration islamiste dirigée par Ayad Ag Ghali, héros d'une précédente rébellion touareg qui avait déstabilisé le pays dans les années 90, mais qui rêve désormais d'un Mali entièrement islamique, si ce n'est aussi le sud algérien, donc hostile à l'indépendance de la région et récemment allié aux combattants d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui depuis plusieurs années s'était installé dans ce grand coin. Mais la France, ancienne puissance coloniale du Mali, de l'Algérie, par la voix de son ministre de la Défense, Gérard Longuet, de cette époque, avait immédiatement affirmé qu'une déclaration d'indépendance unilatérale qui ne serait pas reconnue par les États africains n'aurait pas de sens. Qui fait la loi en cette Afrique, si ce n'est la France, bien sûr, se voulant plus précis encore. Cette fois-ci, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bernard Valero, déclarait, lui, que le Quai d'Orsay considérait comme nulle et non avenue cette proclamation d'indépendance. Toujours la France dans ce grand coin d'Afrique. Des propos qui tranchent nettement pourtant avec les confidences que le site APA News a recueillies auprès de plusieurs hauts cadres fondateurs du MNLA, dont Hamma Ag Mahmoud, premier chef de la diplomatie du mouvement, désormais éloigné de cette organisation. La France n'est pas étrangère à cette rébellion, comme elle a toujours été impliquée, en fonction de ses propres intérêts, dans toutes les insurrections passées, notamment en 1963 et 1990. À la veille même de la rébellion, cette fois-ci de 2012, beaucoup de Touaregs maliens installés en Libye depuis plusieurs décennies étaient engagés dans l'armée de qui? De Muammar Kadhafi. Et la France,
qui venait d'engager une guerre en Libye pour chasser Muammar Kadhafi du pouvoir, avait eu l'idée de faire déserter ces militaires touaregs de l'armée libyenne en leur suggérant d'abandonner Muammar Kadhafi. En contrepartie, la France leur a promis de les soutenir, écoutez bien, pour libérer leurs frères dans le nord du Mali et du sud algérien, de ce joug de Bamako et de cette junte militaire à Alger, assure cet ancien préfet, ministre et conseiller à la présidence malienne qui assume à la fois son passage au sein de la rébellion et surtout son attachement non seulement au Mali, mais à cette junte au pouvoir en Algérie. Et même le pouvoir, de poursuivre, il y a eu plusieurs réunions, dont une au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères à Paris, vers fin août ou début septembre 2011, à laquelle ont pris part des figures importantes de la communauté touareg du Mali et du sud algérien, comme Nina Ouelt Intalou, qui sera plus tard ministre du gouvernement malien, et l'ancien député Ibrahim Ag Mohamed Saleh. Quelques semaines plus tard, en septembre, j'ai moi-même participé à une seconde réunion qui avait été organisée par les services français à Genève. C'est là où nous avons convenu avec les Français que nous allions travailler à convaincre nos frères engagés dans l'armée de Muammar Kadhafi pour qu'ils désertent et rentrent dans le nord du Mali avec armes et bagages. Et selon lui, contrairement à une idée largement répandue depuis 2012, soutenant que c'est l'aile arabophone de la rébellion formée par les anciens de la Libye, comme le colonel Mohamed Najim, chef d'état-major du MNLA, ou son secrétaire général, Bilal Ag-Sherif, qui avait imposé l'idée de couper le nord du reste du Mali. Une fois l'armée malienne chassée de la région, la proclamation de l'indépendance de l'Azawad revient essentiellement à des cadres francophones formés, éduqués et ayant fait carrière au Mali et pourquoi pas en Algérie. Je fais partie du groupe qui avait imposé cette idée d'indépendance. Nous étions presque tous des anciens responsables politiques ou cadres touaregs ayant travaillé au Mali. Nous connaissons très bien le système du pouvoir et les élites établies dans la capitale Bamako. Plusieurs accords de paix ont été signés avec eux par les rébellions passées. Après le moment de la signature, ces accords ont tous été immédiatement ignorés par le pouvoir et les élites de Bamako, justement. Mais les élites de Bamako et autres de cette Algérie, entièrement formées à l'école française, sont bloquées depuis la colonisation sur le modèle de l'État centralisé à la française, justifie l'homme politique touareg, aujourd'hui réfugié dans un pays voisin. La France savait très bien qu'en nous demandant d'intervenir auprès de nos frères engagés dans l'armée de Muammar Kadhafi, elle nous devait une contrepartie. Et c'est bien le groupe des cadres touaregs formés au Mali, en Algérie, qui avait imposé l'idée d'indépendance, même s'il savait que cela ne sera accepté par personne en dehors du mouvement, confirme toujours un autre fondateur du MNLA, réputé pour ses relations étroites avec les milieux diplomatiques du renseignement et militaire français. La France ne pouvait pas ignorer
qu'une rébellion était en gestation depuis au moins 2007, quand le groupe d'Ibrahim Ag-Bahanga était entré en rébellion dans le nord du pays. En contrepartie toujours d'un coup de main de notre part en Libye, Paris ne pouvait pas refuser au minimum d'appuyer l'idée d'une certaine autonomie, au moins, ou décentralisation poussée qui pourrait garantir aux Touaregs plus de liberté politique et de droits culturels. Mais la France a toujours été claire avec nous sur la question de l'indépendance. Tous les responsables français avec lesquels nous étions en contact nous ont toujours dit de manière claire qu'ils étaient contre la partition du Mali. Nuance responsable touareg qui assure avoir tout fait pour dissuader ses compagnons de proclamer la partition du Mali. Toujours est-il que l'indépendance autoproclamée de l'Azawad n'a jamais réussi à trouver le moindre soutien en dehors du cercle restreint des sympathisants du MNLA. Au nom de l'Union africaine cette fois-ci, dont il présidait la commission, un certain Gabonais, Jean Ping, avait alors évoqué une plaisanterie et déclaré que l'organisation continentale rejetait totalement la prétendue déclaration d'indépendance et condamnait fermement cette annonce qui est sans aucune valeur. Les États-Unis avaient eux aussi rejeté la déclaration d'indépendance. Nous répétons notre appel à préserver l'intégrité territoriale du Mali, avait à l'époque déclaré Patrick Ventrelle, un porte-parole du département d'État américain. La Grande-Bretagne, elle, décidait tout simplement de fermer temporairement son ambassade à Bamako et d'en retirer son personnel diplomatique, avait alors indiqué un communiqué du Foreign Office. Les voisins du Mali, membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, fameux CEDEAO, eux, clamaient leur attachement à l'intégrité territoriale de ce pays, membre de l'organisation, alors qu'ils venaient d'imposer un embargo diplomatique et économique total au Mali après qu'un groupe de militaires évoquant l'échec du président Amadou Toumani Touré ATT, alors en fin de mandat, à prévenir la débâcle de l'armée face aux rebelles, venait de faire un coup d'État quelques semaines plus tôt. La CEDEAO avait même annoncé qu'elle s'apprêtait à envoyer au Mali une force militaire de 2000 à 3000 hommes pour restaurer l'unité du pays. Ces chefs d'état-major des armées, réunis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 24 heures avant la proclamation unilatérale d'indépendance par les rebelles, avaient d'ailleurs élaboré un mandat pour cette force, habituée à jouer les pompiers lors des rébellions passées chez son voisin du Sud, la puissance militaire régionale qui est cette Algérie, dont 6 diplomates venaient de se faire enlever par des islamistes à Gao, avait de son côté déclaré qu'elle n'acceptera jamais une remise en cause de l'intégrité territoriale du Mali, oubliant sa partie sud de cette Algérie, appelant au dialogue pour régler la crise, selon les mots de son premier ministre de l'époque, un certain Ahmed Ouihia, interrogé par le journal français Le Monde, et aujourd'hui y croupit dans les geôles algériennes. Homme fort du moment à Bamako, un certain capitaine Amadou Sanogo, le chef de la junte, qui venait de renverser justement ce ATT, s'était contenté, lui, de reconnaître implicitement son impuissance à protéger les populations du Nord, les appelant à résister par leurs propres moyens. La suite, eh bien la suite est connue.
Ansar al-Din et ses alliés, se revendiquant d'Al-Qaïda, avaient fini par prendre le dessus sur le MNLA. Durant près d'une année, les islamistes étaient les seuls maîtres à bord, si on ose dire, du nord et du sud, du nord du Mali et du sud de cette Algérie. Chassés à partir de janvier 2013 des villes qu'ils occupaient par une intervention militaire internationale dirigée par la France, bien évidemment, ils n'ont pas pour autant été vaincus. Toujours actifs au Mali, et sont désormais présents au Burkina Faso et au Niger voisin et affichent l'ambition de s'installer partout, un peu partout en cette Afrique de l'Ouest, mais surtout, récupérer leur territoire du Sud occupé par un certain régime algérien. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un nouveau rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos à partir des séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah, l'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.